Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on va discuter d'un sujet qui risque de secouer un petit peu ceux qui veulent montrer leur microbrasserie. Je vous fais un retour sur ma visite de la DGCCRF. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de sujets. Je vais vous montrer ce que j'avais bien fait avant. Voilà, que ne faudra pas exclure de votre côté. Et puis tous les sujets que je pensais être bons et qui finalement on avait tapé un petit peu à côté. J'y vois aussi un bon intérêt pour tous les amateurs de bière parce que on va rentrer dans le détail du détail de ce qu'il y a sur vos étiquettes. Et ça peut vous aider un peu à mieux comprendre ce qu'on vous vend. Et ça devrait aussi vous rassurer auprès des brasseries artisanales, parce que quand on a notre visite des GCRF, voilà, ça couvre un petit peu tous les risques et on nous rapproche un peu des industriels en faisant ça. Au moins d'un point de vue sanitaire, on a au moins les mêmes engagements. Voilà, donc comment c'est arrivé Je suis en train de faire du nettoyage, c'est un vendredi matin, il était 11 h, je fais du nettoyage tranquillement à la brasserie. Je vois une voiture qui passe tout doucement. Je me dis, bah tiens, c'est peut-être un client qui s'est perdu parce que je suis au fond d'une zone. Des fois, c'est un peu compliqué à me trouver. Donc, je m'inquiète pas. Je me dis, mon téléphone va sonner. Le client, de toute façon, s'il l'a pas trouvé, il va m'appeler. Effectivement, mon téléphone sonne 2 minutes après. Et donc, la dame se présente directement. Elle me dit que c'est la DGCRF et elle me demande si je suis là. Donc, moi, j'ai pas forcément fait le lien. Je pensais encore à mon client. Et je me dis, bah bien sûr, je suis là. De toute façon, je vais pas, voilà, j'étais en train de faire du nettoyage, donc pas de souci. Elle me dit, bah, est-ce que je peux venir tout de suite? Et bah, évidemment, de toute façon, on choisit pas. Effectivement, c'est tout l'intérêt du contrôle surprise, c'est que vous ne savez pas quand ils viennent, et du coup, vous n'avez pas le temps de cacher différents trucs. Et ce qui est pas plus mal, et vous verrez de toute façon que la transparence, je pense que ça gagne vraiment, ça met en confiance votre contrôleur. Et de toute façon, ils ont accès à peu près à tout. Donc voilà, moi, vous allez vraiment être tout en transparence, ce que vous faites bien, ce que vous faites moins bien. On n'est pas parfait. Alors j'en profite avant de rentrer dans le détail quand même. Moi j'avais déjà demandé aux douanes de venir pour avoir une sorte d'audit à blanc. Ils m'avaient répondu qu'ils ne peuvent pas être jugés partis. Ce qui veut dire qu'ils pourront venir pour me dire que j'avais pas bien fait, mais ils n'ont pas voulu venir pour me dire comment bien faire. DDGCRF, je les ai trouvés un peu plus flexibles. Voilà, elle m'a quand même proposé d'y envoyer par mail si j'avais des nouveaux éléments, pour qu'elle ait un petit regard. Et vous verrez aussi que l'avertissement qu'ils m'ont mis, je trouve que c'est assez bienveillant. Alors même si c'est du droit français, donc c'est très encadré, ça fait un petit peu peur. L'idée, c'est quand même de faire grandir la brasserie. Si je fais rien d'ici le prochain contrôle qui sera dans quelques mois, effectivement, j'aurais mérité de prendre ma prune et voir mes années de prison. Bon, ça m'étonnerait quand même, mais voilà. Parce qu'on ment aux consommateurs, mais c'est quand même pas l'idée, et surtout qu'ils sont vraiment dans l'accompagnement, malgré que c'est pas forcément ce qui leur soit demandé. Donc juste en termes de temps, elle est arrivée à 11 h, elle est partie à 14 h, donc 3 heures d'audit assez intensif. J'étais vidé après les 3 heures, alors que je suis plutôt habitué à ce type d'audit, voire des plus critiques de par mes expériences passées. Et puis après 2 jours de boulot à lui sortir tous les documents, etc., parce que c'est jamais les bons formats, il fallait envoyer par mail, mais leur serveur n'accepte pas plus de 5 mégas, donc voilà, un truc bien compliqué, on est passé par du WeTransfer. Voilà, elle a eu quand même tous les documents qu'elle souhaitait. Le problème d'envoyer les documents après, vous verrez, c'est qu'on peut aussi les interpréter. Et du coup, vous n'êtes plus là pour forcément vous défendre de la lecture qu'elle peut en faire. Donc là, vu que c'est un avertissement, je ne suis pas trop inquiété. Clairement, ça aurait été un vrai contrôle avec une amende au final. J'aurais fait corriger certains éléments puisque je pense que j'étais dans mon bon droit. Après, c'est souvent de l'interprétation, et si c'est interprétation, autant vous dire que c'est pas vous qui aurez le dernier mot. Voilà, donc 2 mois après mon contrôle, j'ai reçu ce petit document. Vous voyez, daté du 28 mars, donc oui, ça faisait ouais, un bon mois et demi, là, on va pas trop exagérer non plus. Bon, elle m'avait prévenu que ça allait s'appeler un avertissement, donc ça c'est pas très cool, ça fait toujours un petit peu peur. Il a fallu que je renvoie les documents comme quoi j'ai bien tout acté. Moi, je me suis fait un petit plan d'action, je l'ai envoyé pour être sûr que j'avais bien tout interprété. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qui n'est pas d'abord dans le document, parce que j'ai quand même plein de bonnes choses qu'elle m'a dit à l'oral. Donc je vais vous commencer par vous les montrer, et après on passera à tout le texte là, parce que c'est quand même assez instructif. Bon, outre l'aspect global de la brasserie qui lui a bien plu, ce qu'elle a trouvé intéressant et même critique, c'est que moi, tout c'est sur palette, que ce soit matière première, produits finis, etc. Il n'y a rien qui traîne au sol. Donc voilà, c'est plutôt rassurant. Voilà, ça vous coûte juste des consignes de palette, c'est plus simple à transporter et surtout ça évite pas mal les nuisibles, etc. Donc simple à réaliser dans vos brasseries, plutôt une bonne pratique. Voilà, un investissement à 20 euros qui vous rapporte pas mal de points. L'anti-volant là, c'est tout bête. Clairement, visuellement, quand vous rentrez, ça rassure, et surtout, c'est l'efficacité, parce que ça dézingue à peu près tout ce qui vole. Donc ça vous évite pas mal de probables contaminations, problèmes d'hygiène, etc. Pour 20 euros, je vous invite, moi j'en ai mis deux. Ça, quand il y en a un qui tombe en panne de temps en temps, j'avais quand même un qui tourne. Là, on attaque les périodes un petit peu chaudes, je suis bien content de l'avoir, ce qui tourne assez régulièrement.
Voilà, je vous en montre une aussi, un mini investissement, les petites plaques de colle pour les rongeurs, avec un petit peu à manger au milieu. Pareil, ça coûte rien. L'idée c'est de jamais en choper quand même, hein. Moi je fais attention que ça ne puisse même pas rentrer. Mais si ça devait rentrer, je préfère ça que de retrouver un sac de grains éventré ou juste avec un trou, puisque dans ce cas, le sac de grains devrait aller à la benne. Je vous rappelle quand même qu'il y a des toxines assez dangereuses dans l'urine de tous les rongeurs. Autre élément qui rassure, c'est juste des codes couleurs sur vos produits chimiques. Ça paraît tout bête, mais je connais des brasseries à qui c'est arrivé de vouloir mettre de l'acide lactique donc pour baisser le pH, sans pas mettre de la soude. Donc voilà, c'est pas le même résultat. Je sais pas ce que ça donne d'un point de vue sanitaire. Je sais qu'ils ont foutu les brassins en l'air, mais voilà, en tout cas, c'est quand même pas cool. Ça coûte vraiment pas grand chose à faire, et même pour vous, c'est quand même plus sécure de savoir ce que vous avez dans chacun des récipients. Le dernier bon point qu'elle a beaucoup apprécié, c'est que j'ai ouvert tous les frigos, je lui ai laissé accès à tout le stock. Bon, je pense qu'elle aurait pu le demander de toute façon, mais je sais qu'elle avait des questions, donc à chaque fois je prenais, hop, on ouvre, et à chaque fois il me montrait tout. J'en profite parce que j'ai de l'acide ascorbique, que je me sers jamais, mais j'ai été en essai justement sur un petit brassin de 20 litres là, que je m'étais fait pour moi, j'avais fait des essais. Voilà, donc il a fallu quand même que je justifie pourquoi j'avais ça. Donc voilà, c'est la petite truc, j'aurais pu m'en prendre une petite pour ça. Après, c'était tracé et tout, j'en ai pas dans mes recettes, mais ça pose des questions plus qu'autre chose. Donc regardez, faites le tour de vos frigos avant qu'elle le fasse. Voilà, ça c'était pour les bons points. Donc tout ce qui n'apparaît pas dans le rapport pour le coup, tout ce qui n'est pas, parce que j'ai pas pris d'avertissement pour ces points-là, hein. Maintenant, on va voir tout ce que j'ai pris un avertissement. Si je devais tout sommer, je pense que j'ai 3 ans de prison, quasiment 50 000 euros d'amende, un truc comme ça. Voilà, ça reste un avertissement. Encore une fois, quand elle est venue, elle était assez bienveillante, parce qu'elle essaye de nous déstresser un petit peu, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Ce qui permet quand même voilà, de prendre un pas de recul, de se dire j'ai pas grand chose à faire pour rentrer dans les clous. Moi, ça faisait 2 ans que j'étais ouvert, donc je m'attendais à ce qu'ils arrivent. Et elle m'a même précisé qu'elle aurait pu venir au mois de décembre, et elle a vu que j'étais dans le rush, donc elle n'est pas venue à ce moment-là. Ouais, j'ai trouvé vraiment de l'intelligence dans sa visite, et encore une fois, que ça sert vraiment à défendre le consommateur. Après, vous verrez, chaque point qui a été relevé, moi je trouve que c'est vraiment discutable. J'avais pas l'impression de mentir au consommateur, enfin vous ferez votre propre avis. Et pourtant, à chaque fois, c'est du 1500 euros d'amende par étiquette. Bon, le premier sujet s'annonce du jour déjà, absence du respect des obligations en matière d'alerte sanitaire. Je vous avoue que je l'ai un peu mal pris parce que je lui ai fait faire je lui ai proposé de faire un exercice de traçabilité, lui montrer que j'étais capable de rappeler tous mes produits. Je vais vous montrer rapidement comment je fais. Donc je me suis dit, bah, c'est un peu abusé parce que j'ai quand même une procédure de rappel, même si elle n'est pas écrite, mais je suis capable de rappeler voilà, tous mes produits si j'avais un problème sur un malt ou ce genre de choses-là. Et encore, on me dit que c'est pas suffisant et qu'il y a d'autres choses à faire. Bon, bah, je vais vous expliquer, je vais vous montrer moi ce que je sais faire aujourd'hui. Donc c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et ce qu'il a fallu que j'ajoute, et du coup que j'ai corrigé depuis. Bon, imaginons Soufflé qui m'appelle pour du problème sur du Caravienne, là une toxine, ils ont trouvé, c'est hyper grave pour la santé. Il faut vraiment faire un rappel. Moi, ce que je comptais faire, c'est je prends mon numéro de lot. Il se trouve que, étant sur Super G, ça va assez vite, puisque j'ai juste allé dans l'onglet Brassin, je rentre là c'était du 84 050, voilà, et donc ça me sort tous les brassins dans lesquels j'ai utilisé. Bon, on va prendre un vieux lot de comètes, plutôt, si j'ai en traçabilité, voilà, ça me sort toutes les factures à qui j'ai pu vendre des produits dans lesquels il y a du malt dedans. Vous voyez, ça va assez vite, moi je pensais être pas mal, et surtout ça me permettait de faire un vrai gros rappel. Et en fait, c'est pas suffisant, parce qu'il faut être aussi inscrit sur rappel conso si des fois il y a besoin. Depuis, je l'ai fait, hein, donc on va aller dessus. Donc ça, c'est le site du gouvernement, ça vous met les différents produits. Moi, du coup, si ça devait arriver, j'ai mon accès pro. Et voilà, je sais déposer maintenant un rappel de produit si besoin. Et donc là, je suis complètement dans les clous. Je pense que je ferai une petite procédure écrite, on ne sait jamais, par acquis de conscience, mais sur ce point-là, je pense être dans les clous maintenant. Je lui ferai peut-être un petit mail pour être sûr que c'est bien c'est juste ça que j'avais à faire, parce que j'avoue que le texte est assez compliqué. La menace est assez lourde, mais je ne savais pas qu'il fallait que je sois en plus du coup sur ce truc rappel conso. Voilà, donc on peut aller sur le deuxième sujet, toutes les anomalies d'étiquetage des bières. Alors moi j'ai beaucoup d'éphémères, hein, c'est rien que juste le premier semestre là, j'en ai sorti 14, donc autant vous dire que ça fait énormément d'éphémères. Le problème c'est que chaque éphémère, c'est un risque d'avoir une coquille dans son étiquette, donc il faut vraiment faire gaffe.
Pourtant, je m'appuyais pas mal sur les documents que j'ai, soit du SNBI, soit de ce genre de trucs-là, pour nous aiguiller, ou sur ce qu'il y a sur le site du gouvernement. Je vous dirais, malgré tout ça, voilà. Alors, en tout cas, n'allez pas sur les sites internet là ou sur Facebook pour savoir comment faire. Le mieux, c'est quand même aller sur le site du SNBI, sur des trucs un peu officiels ou sur celui du gouvernement, pour savoir comment faire vos étiquettes. Donc le premier, la non-conformité de la mention des allergènes. Moi, je pensais, et beaucoup de mes collègues font ça, parce que je le vois aussi, qu'il suffisait de mettre contient du gluten, on mettait gluten en gras, voilà, un gros truc exprès pour bien que tout le monde le voit. Et ben en fait, c'est pas ça qu'il faut faire, puisqu'il faut mettre, par exemple, malte d'orge, c'est orge qu'il faut mettre en gras. Donc ça, c'est, je sais plus combien c'est d'amande, mais ça pique un petit peu quand même. Donc vous voyez, c'est pas de la mauvaise volonté de notre part, on n'a pas voulu cacher qu'il y a du gluten, parce qu'on le mettait en gros. C'est juste qu'on a mal interprété, on s'est dit qu'il fallait inscrire gluten, alors que pas du tout, il faut mettre l'ingrédient qui peut être allergène. Voilà, avant ça ressemblait à ça, maintenant on met orge en gras. Et on a même viré contient du gluten, parce qu'en fait ça n'a même pas de notion légale ou quoi que ce soit. Voilà, c'était juste ça qu'il y avait à savoir. Celui-là n'est pas très compliqué, vous voyez, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir menti aux consommateurs. Alors dans le même ordre d'idée, les petits sujets où j'ai pas l'impression d'être complètement aux fraises, la non-conformité du titre alcoolémique volumique. Je vais vous montrer sur l'étiquette le petit souci qu'on avait, puisque nous on écrivait 5% par exemple, 5,5% alc-vol, alors qu'il faut écrire pourcentage volumique. Vous voyez, c'est encore plus simple. Donc on a viré le alc, aussi bête que ça. Voilà, donc ça c'est pas bon, comme vous voyez, 5% alc volumique. Si je prends dans les nouvelles, on doit être beaucoup mieux. Voilà, 7%, ça c'est pour l'ancienne, 5% du volume. Voilà, c'est plus basique, j'avais pas non plus l'impression de mentir au consommateur en mettant ce qu'on mettait. Alors, en continuant les petits trucs, non-conformité de l'emplacement de la dénomination de vente. Bon ça ne m'a pas coûté cher en modification. En gros, on a juste switché. Là, on met le TAV, donc qui était déjà mal écrit, et la quantité. Je vous montre ça. Donc, en gros, vous avez un triptyque entre le petit logo là, le 33 centilitres et le 5,5. Et en fait, vous devez avoir sur le même champ visuel ces deux-là, le logo et le TAV. Donc, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a interverti les deux dans nos nouvelles étiquettes. Ou dans notre gamme d'éphémères, maintenant, on a tout sur le même, ça c'est encore plus simple, c'est juste à côté. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est un défaut d'étiquetage. J'avais pas fait gaffe, pourtant c'est écrit sur celui du SNBI, mais on se dit ouais, ça change pas grand chose. Bah voilà, mais vous êtes quand même en dehors des clous. Voilà, il me reste une vieille bouteille, comme vous voyez, le 5,5. Je sais pas voir le logo en même temps. Donc on a juste modifié maintenant qu'il est au niveau du 33 centilitres. On n'a plus ce problème là. Bon, le point que je pense j'aurais le plus discuté, présentation confusuelle des ingrédients sur l'étiquetage des deux bières. Enfin voilà, j'ai deux bières, en plus c'est ma DIPA et celle de Noël. Surtout que si vous allez sur l'infraction, 300 000 € d'amende, 2 ans de prison. Voilà, ça vaut le coup d'aller discuter. Surtout que en fait c'est juste la manière dont je note sur mes fiches de production. Parce que je mets de la fleur d'oranger et je mets de l'écorce d'orange amère. Sauf que tel que c'est rangé dans mon stock, je vais vous montrer, dans mon stock informatique et donc dans mes fiches de production, c'est que je le classe dans les arômes, puisque effectivement ça vient donner un goût à ma bière, même si c'est pourtant c'est pas de l'arôme. Par exemple, l'écorce d'orange, c'est des vrais morceaux d'écorce, c'est galère à nettoyer dans l'échangeur à plaques, mais par simplicité, dans la manière dont je range mes ingrédients, je le mets dans les arômes. Donc là, on a juste à prendre la fiche technique de ce que j'ai comme produit ou leur montrer ce que j'ai acheté. C'est bien de l'écorce d'orange. Je vous montre rapidement ce que ça donne dans mon stock informatique. Donc voilà, par facilité, ce que je fais, c'est que je range, donc par type, les grandes familles, arômes. Alors je mets autres, par exemple, Paris-Barbe, en temps normal, je l'aurais mise en arôme. Là, je me suis pas me faire avoir deux fois, donc je l'ai rangé dans les autres. Et voilà, vous pouvez avoir un petit peu tout. Et souvent, on fait un petit peu simple aussi. Vous voyez, j'ai pas trop de détails dans ce que c'est. Donc sur ma fiche de production, c'est ce qui va ressortir. Je pense que je vais revoir ça, peut-être écrire explicitement ce qui est écrit sur la fiche fournisseur. Ça m'évitera peut-être ce genre de questions ou ça m'évitera 2 ans de prison, ce qui serait plutôt cool parce que j'ai d'autres choses à faire dans ma vie que de passer du temps en prison. Alors le sujet suivant, qui est le dernier sur les étiquettes, il me semble, qui est le défaut de la dénomination des ingrédients et de l'indication quantitative des ingrédients. Donc en fait c'est pareil, il faut juste vraiment lire les documents. Souvent quand on fait nos étiquettes, on les fait un petit peu vite. Alors moi du coup j'ai tout ce qui est bière aux fruits, j'utilise pas du vrai fruit parce que d'un point de vue process, je suis vraiment pas fan du résultat que ça donne. J'ai la chance d'avoir un aromaticien pas très loin, donc je travaille qu'en arôme naturel, donc il prend les fruits et l'extrait, voilà,
d'essayer de me faire un truc assez propre, mais c'est de l'arôme. Donc nous, on le met clairement, hein, sur nos produits, sauf qu'il faut qu'on soit plus clair à chaque fois. Par exemple, arôme naturel d'ananas, alors celui-là c'est suffisant, mais il y en a d'autres. Vraiment qu'on mette le détail du détail de ce qu'il y a sur toute la fiche technique. Quand c'est pas de l'arôme naturel dans le même sujet, vous avez le miel. En fait, vous pouvez mettre la quantité de miel que vous avez utilisé. Et faire attention de ne pas en mettre de trop, puisque vous êtes limité à 10% sur ce genre de choses-là. Moi, par exemple, le miel, j'ai été à 20%, donc je pourrais même presque perdre la dénomination bière, il me semble. Donc je vais voir sur ma prochaine recette si je change pas ça. Encore une fois, tout ça est bien mis, hein, sur le site du gouvernement. Allez voir, il y a toute la fiche technique, c'est hyper lourd. Et il y a tellement de détails, je ne vais pas vous rentrer dedans, parce que sincèrement, chaque bouteille est un peu spécifique. Mais partez du principe que à partir du moment où vous allez écrire bière à quelque chose, ou dès que vous avez mis quelque chose, un additif dedans, posez-vous la question, allez voir sur le site si vous avez le droit de l'ajouter ou pas. Ouais, du coup, j'en profite d'ailleurs parce qu'il y a des additifs, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Si vous avez déjà vu comment je brasse, je mets de l'Irish Moss et je mets de l'acide lactique, qu'on appelle des additifs techniques. Vous n'avez pas besoin de les mettre sur votre fiche. Par contre, c'est clairement écrit. Donc, il y en a quelques-uns autres que vous n'avez pas besoin de mettre, une tant qu'il y a le phosphorique, ouais, deux, trois trucs comme ça. Clairement, il y a une liste très claire sur ce qu'on a le droit de ne pas écrire et à l'inverse, tout ce qu'on doit écrire. Donc, les bières A ou aromatisées A, c'est vraiment critique. Il faut vraiment mettre tout le détail. Voilà, si je prends ma bière à l'ananas, moi j'ai clairement bière aromatisée. Il faut que je précise bière aromatisée à l'ananas. Ce qu'elle m'a dit aussi, c'est qu'il pouvait y avoir une petite discussion sur le fait que nous on a mis un espèce d'ananas comme ça et que du coup ça peut porter à confusion pour le consommateur qui croit qu'il y a vraiment de l'ananas dedans, alors qu'on est juste en arôme naturel. Bon, on verra parce qu'en plus je dois la ressortir. Est-ce que je dois changer ça ou pas? Ce serait quand même dommage que j'aimais bien le petit logo un peu marrant comme ça. Et donc, si vous avez déjà vu ma vidéo sur les trois couleurs, là, vous savez que si on prend ma double IPA, moi je mets de l'écorce d'orange dedans. Donc en fait, je devrais l'appeler bière à l'écorce d'orange, parce que ça apporte du goût. Par contre, dans celle-ci, est-ce que j'ai d'autres additifs? Non, j'ai pas d'autres additifs. En fait, si ça apporte pas de goût, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Sur le moment où ça apporte un goût, vous êtes obligé de le mettre. Alors du coup, j'ai exprimé ma surprise, que je dis, ouais, mais les gens, par exemple, tous ceux qui font des bières blanches à la coriandre, tout ça, c'est pas écrit. Et elle me dit, ouais, mais les industriels, ils considèrent que ça n'apporte pas forcément du goût. Voilà, autant vous dire que ça peut être complètement discuté. À vous de voir jusqu'où vous voulez jouer ou pas. Après, faites jouer votre bonne foi, hein. Nous, c'est vraiment ce qu'on a fait, parce que j'ai pas le sentiment de chercher à gruger. Voilà, ma bière au miel, par exemple, là, ce qui pose des questions, c'est le mot bière, parce que je mets trop de miel dedans, je suis quasiment à 20% de miel dedans, et du coup, je perds la dénomination bière. Il faudrait que je trouve un autre nom. Donc, clairement, ce que j'en retiens, moi, c'est que maintenant, chaque étiquette que je fais, et j'en fais beaucoup, beaucoup, en ce moment, on est à deux éphémères par mois, je me pose la question, c'est est-ce que le consommateur va bien comprendre ce que je suis en train de lui raconter, qu'il n'y a pas d'artifice dedans, et puis après, du coup, je recontrôle par rapport à ce que je vois sur le site du gouvernement, parce que c'est quand même assez lourd tout ce qu'il y a à gérer. On a fait le tour sur les étiquettes. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que les éphémères ça compte ou pas, parce qu'il y en a plein que je ne sors plus, voilà, qui sont passés maintenant. Voilà, je ne sais pas si le passé jouerait, je pense pas, parce que typiquement celle-ci là, il a fait que je me raille le mot bière sur toutes les étiquettes, parce que j'ai deux colorants dedans, curcumine et je sais plus, je suis du curaçao là, pour faire du bleu, qui permet pour avoir une bière complètement verte. Et du coup, ce n'est plus une bière par définition, puisque j'ai mis deux colorants qui sont dans la fameuse liste, voilà, qui me sortent tous ces ingrédients, qui font que ce n'est plus une bière. Voilà, je vous invite à aller voir ce site du coup du gouvernement là, qui s'appelle economie.gouv.fr. Vous allez tout savoir sur l'étiquetage de bière, il y a des pages et des pages. Voilà. Surtout si vous montez votre microbrasserie, commencez par ça, parce qu'il y a plein de petits pièges. Alors après, le SNBI a fait une petite synthèse qui est plutôt pas mal. Et dès que vous mettez des bières aromatisées ou des bières où vous rajoutez autre chose que du malt, du houblon, globalement, vous pouvez poser la question légitimement, est-ce que je suis en train de faire une bière à ou bière de quelque chose? Bon, le dernier point, du coup, elle n'en a pas tenu compte parce que je fais pas forcément, mais comment on valorise nos drèches. Donc voilà, valorisation des coproduits d'origine végétale valorisés en alimentation humaine et ou animale à des fins de fertilisation. Moi, j'ai en tête de travailler soit avec un méthaniseur, soit avec les agriculteurs. Voilà, il y a quand même pas mal de solutions. Sincèrement, elle m'a mis tous les textes. Je me suis dit, c'est hyper lourd. Là, on est en train de bosser avec un méthaniseur. Je lui ai clairement dit, moi, je veux bien bosser avec vous, mais vous occupez toute la partie papier parce que c'est quand même hyper, hyper lourd à gérer. Voilà. Donc, sachez en tout cas que vous pouvez pas donner votre rèche, etc. Il y a quand même des vrais risques sanitaires derrière.
Imaginez-vous, vous donnez pour qu'ils mettent dans leur jardin, ils s'en servent pour leur consommation, ils sont malades, je pense que ce serait pour votre pomme. Donc c'est triste, mais la déchetterie reste le plus simple, même si je crois que ça va être interdit sous peu. Donc voilà, il va falloir trouver des solutions. Nous, entre brasseurs, on est en train de se mettre en syndicat justement pour voir ce qu'on peut en faire. C'est quand même dommage de perdre toute cette matière qui est encore valorisable, mais c'est aussi dommage de s'en prendre une en voulant bien faire. Bon, une fois que vous avez pris tout ça, vous avez le moral bien dans les chaussettes. Bon, coup de bol, à titre exceptionnel, les infractions vont pas être relevées. Donc en fait, c'est plutôt un audit à blanc, on va dire, mais il faut quand même tout corriger. Elle m'a clairement dit qu'elle reviendrait. Moi, je trouve que ça va plutôt bien. Après, vous voyez, dans tout ce que je vous ai montré, j'ai pas le sentiment d'avoir cherché à gruger, donc j'aurais vraiment fait jouer ma bonne foi. Je cherche pas à mentir aux consommateurs, voire on essaie en toute transparence, hein, vous voyez, même je fais une vidéo YouTube sur le sujet, donc c'est que j'ai pas besoin de me cacher derrière ce que je fais, je suis assez confiant dans ce que je fais, je sais que c'est pas parfait, mais vraiment on y met tout plein de bonne volonté, on essaie d'interpréter les textes au mieux. Je vous dis, il y en a un ou deux, je pense que j'aurais discuté parce que je trouvais ça un petit peu injuste. Donc une fois que j'avais fini ce courrier-là, j'avais encore deux petits points à vous dire. Un point qui m'a été relevé comme qui n'a pas été relevé justement parce qu'on fait plutôt bien, c'est le fait que nous, c'est écrit sur notre site internet qu'on est une brasserie artisanale. Donc, je vous rappelle, une brasserie artisanale, vous devez prouver que vous existez, vous avez une activité brassicole depuis plus de 3 ans. Donc moi, j'ai fourni ma carte de CMA de ma première brasserie, donc brasserie du Houblon d'Argent, pour la brasserie Galilée, mais ça fonctionne parce que c'est nominatif. Donc ça, faites attention. Je sais que certains jouent un petit peu sur les mots. Clairement, tout ce qui est dénomination, pure malt, tout ce genre de choses-là, c'est hyper réglementé. Moi, je vous invite à pas trop jouer avec, sauf si vous êtes sûr, parce que du coup, ça met vraiment en valeur votre produit. Si c'est pas le cas, jouez pas, parce que le consommateur, c'est pas dit qu'il comprenne. Je vous confirme que le DGCRF savent très bien ce que ça veut dire. Et donc, le dernier papier qui était joint, c'est mon résultat d'analyse, puisqu'effectivement, ils sont partis avec 3 bouteilles. Alors, je sais pas, il y a des mythes comme quoi ils partent avec des échantillons de chaque, etc. Je pense que c'est plutôt les douanes, ça. Donc là, ils sont partis avec ma comète, hein, qui est plutôt, donc c'est bien, c'est dans la gamme, c'est plutôt des gros volumes. Ce qui est bien, c'est que je suis dans les clous. Ce qui est moins bien, c'est que j'ai quand même un bon écart. Ça aurait été les douanes, je pense qu'ils n'auraient pas été contents. Et à juste titre, parce que moi je pensais, quand j'avais refait mes mesures, j'étais très proche de mes 6,5, donc voilà, plutôt confiant de ce que je mets sur mon étiquette. Sauf que j'ai été mesuré, c'est comme à la police, à 7,3 quasiment, donc 7,28. Donc j'ai refait mon analyse, hein, effectivement. Le point d'arrivée, je suis assez d'accord, hein. Moi je suis à 1008 au densimètre, ce qui fait que c'est mon point de départ qui n'est pas bon. Et pourtant, voilà, je sais que j'ai un petit souci à un moment donné sur mon densimètre, mais quand même c'est ma recette de la gamme. Donc depuis, j'ai rajusté mes recettes pour bien retomber dans les clous. Ce serait à refaire, je pense que j'enverrai quelques échantillons en labo, donc là c'est le truc qui est au planning dans les prochaines semaines. Effectivement, c'est dommage de s'en prendre une pour un écart, surtout quand c'est les douanes qui vont venir. Si j'ai un écart sur chacune des bouteilles qui me font un truc rétroactif, ça va piquer un peu. Donc c'est pas l'objectif, encore une fois, j'avais plutôt tendance à faire au-dessus, donc le demi au-dessus, c'est ça que moi c'est toujours des demi. On voit qu'on n'est pas aussi bon que ça. Est-ce que j'ai trop sucré? Je sais pas. Voilà, c'est toujours des questions qu'on se pose. En tout cas, mettez des bouteilles en analyse en labo. Je sais que c'est pas si excessif que ça. Et puis au final, vous dormirez plus tranquille. Surtout au début quand vous faites vos recettes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était un peu moins funky que d'habitude, hein, mais c'est ça aussi la vraie vie d'une microbrasserie. Comme je vous l'ai dit, ça m'a occupé quand même pas mal de jours. Je pense qu'au total, j'en ai pour 2 jours et demi entre l'audit, sortir tous les documents, etc. Parce que là, ils ressortent que ce qui va mal. J'ai sorti tout ce qui allait bien. Mon HACCP, par exemple, était plutôt blindé, ça les a rassurés. La brasserie est propre, etc. Il y a plein de trucs qui leur ont plu. Et là, c'est tous les points qu'on aurait discuté si des fois elle m'avait dit en arrivant que c'était pour mettre une amende ou quoi que ce soit. Effectivement, je pense que je suis pas si loin que ça. Alors, il y a des choses que j'ai mal interprétées, ça c'est un fait, mais je peux faire jouer ma bonne foi. Et d'autres, je pense que ça se discute. C'est juste parce que je note dans mon truc de production que c'est un arôme, alors que si c'est de la vraie écorce d'orange, il y a vraiment pas de raison. Pour ça, quand même, il faut que je corrige, je sois peut-être un peu plus propre sur cette partie-là. Enfin, en tout cas, c'était, je pense, ça va en aider beaucoup, surtout si vous lancez votre brasserie, clairement, votre micro-brasserie, parce que vous voyez, c'est plein de petits trucs qu'on pense savoir, et en fait, on tombe à côté. Et encore une fois, vous appuyez pas sur ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, etc. Le mieux, c'est le site du gouvernement et le SNBI. Je pense qu'ils peuvent vraiment vous aiguiller sur le sujet. Allez, en attendant la prochaine vidéo, très bon brassage à tous, pensez à vos étiquettes, et surtout, même quand vous allez acheter en supermarché ou chez votre brasseur, regardez un peu ces étiquettes,
Voilà, qu'on arrête de vous entourlouper sur ce qu'il y a dans le produit. Ça mettra un peu plus en avant le travail des brasseries artisanales. Ce sera sûrement l'objet d'une des prochaines vidéos, vous expliquer la différence entre une bière qui est à 1,20 € chez Leclerc et la nôtre que vous allez trouver pareil chez Leclerc, parce que c'est des bons partenaires, autour des 3,20 €, 3,50 €. Voilà. Donc, on vous expliquer un petit peu la différence entre tout ça.